Donc, Cécile et moi, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir à notre webinaire dans le cadre de la rentrée des tribus. Et puis, vous l'avez remarqué dans l'invitation que c'est dans le cadre de Neoma Engage enfin, j'ai un trou de mémoire là. Positive Impact. Positive Impact, oui, voilà, c'est ça. Merci. Et donc, on voulait aussi vous accueillir dans la tribu de Franche-Comté. C'est une tribu qu'on avait repris il y a 4 ans au niveau de l'animation. On a essayé de faire en sorte que les anciens de Néoma, soit de Reims, soit de Rouen, puissent se retrouver. Donc, c'est plutôt un espace d'échange, de rencontres et puis de réseautage aussi. Donc, sur les dernières 4 années, en sachant qu'il y avait les 2 ans de Covid, on a essayé d'organiser des rencontres de type sorties restaurant, mais aussi des rencontres culturelles. Il y avait une sortie au musée du temps à Besançon. Et également, on a même participé à des conférences de la CCI, participer, c'est-à-dire donc en tant que spectateur, hein, mais c'était l'occasion de voir d'autres types de réseaux. Et ce qu'on voulait vous dire également, c'est que la tribu de Franche-Comté, elle est sur l'ensemble du territoire de la Franche-Comté. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les événements que l'on avait organisés, ils étaient centrés soit à Besançon, soit à Vesoul, puisque Cécile habite Besançon et moi-même à Vesoul. Donc, on a essayé de décentraliser de temps à autre, mais on n'est pas fermé à l'éventualité d'aller faire des événements, par exemple, en Nord-Franche-Comté, territoire de Belfort, ou bien dans le Haut-Doubs, s'il le faut, ce qui permettra à tout le monde de se retrouver. Donc aujourd'hui, d'après les statistiques de Neoma, nous sommes 190 membres, en tout cas ceux qui sont inscrits dans l'équipe, enfin dans la tribu Franche-Comté. Donc vous avez le contact, disons, déjà le site, notre page, Franche-Comté /97 about, et puis notre adresse mail. Donc l'animation, elle est réalisée aujourd'hui conjointement entre Cécile et moi. Et puis, donc les deux, nous sommes des anciennes de l'école de Reims. Hein. Voilà. Mais vous allez voir que notre invité vient de Rouen. Alors, donc le Engage for Positive Impact et puis donc Neoma avait voulu se distinguer aussi par rapport aux autres réseaux d'alumni par l'engagement que l'on peut avoir sur l'environnement. Ah, on t'a perdu carrément. On a perdu carrément. Petit bug. Bon, de Neoma, et il s'articule autour de 3 axes. Donc, comme je disais, mobiliser grâce à des rendez-vous d'information, de formation, de partage. Donc, fédérer aussi l'ensemble des alumni et valoriser surtout via le répertoire des engagés qui va rassembler les actions et initiatives sociétales des alumni. Aujourd'hui, la CEO d'Aigle, Sandry Conseiller, est la marraine de cette communauté. Donc, n'hésitez pas à télécharger le manifeste et à le signer à l'issue de notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, je laisse la parole à Cécile.
pour nous Oui. présenter notre invité. Voilà. Super. Écoute, merci beaucoup. Merci pour l'introduction. On va passer donc au cœur de notre sujet. Donc, dans le cadre de cette thématique fil rouge de la rentrée des tribus, Engage for Positive Impact, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Nicolas Merlière, qui est aujourd'hui directeur risque, audit et qualité de l'établissement français du sang. Donc, Nicolas, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler des actions et de l'engagement de l'établissement français du sang. Alors, on va utiliser parfois l'acronyme EFS pour aller un peu plus vite. Donc, voilà, je le précise pour que ce soit clair pour tout le monde. Et on va parler de l'engagement de l'EFS en matière de responsabilité sociale et environnementale, aussi un acronyme qu'on peut résumer par RSE. Petite précision pour ceux qui nous suivent ou qui nous ont rejoints, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. Et puis, on va garder un temps à la fin de la présentation pour répondre à toutes ces questions. Donc, n'hésitez pas à interagir. Voilà, donc Nicolas, toi, tu es diplômé de l'ESC Rouen, il me semble. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter et nous expliquer ton parcours, comment tu es passé de l'école jusqu'à l'EFS? Merci Cécile. Bon, oui, en effet, je fais partie au départ de l'ESC Rouen avant de Néoma. C'est sûr que donc on est un regroupement des deux écoles. Et donc, moi, je crois, si je dis pas de bêtises, je devais être dans la promo 2004, quelque chose comme ça. C'était donc évidemment à la fin de mes études, j'avais fait un long stage en banque. Je pensais plutôt aller dans une direction de banque ou même dans la création plutôt dans une entreprise. J'avais fait une majeure entrepreneuriat. Enfin, bref, je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, comme beaucoup de mes camarades, je suis parti en audit. Je suis parti chez Ernst Young pendant quelques années. Donc pour faire du commissariat aux comptes. En effet, ça a été un petit peu, ça a été évidemment très instructif. J'ai passé pas mal de soirées, pas mal de week-ends à travailler. Et puis à un moment, je me suis donné, je pense que je suis un peu comme la génération qui arrive là, qui est en train de sortir, c'est que je me suis dit, mais attends, est-ce que ça vaut le coup de passer autant de temps de sa vie à faire quelque chose où tu n'es pas convaincu de trouver le sens? Alors, ça ne veut pas dire que le métier n'a pas de sens, loin de là, mais en tout cas, j'avais besoin, moi, de trouver le sens dans mon travail. Et c'est vrai que j'ai commencé à chercher autour de moi, et on est venu me chercher et on m'a proposé de travailler dans un établissement public. Alors, ça me fait un petit peu peur au début. Et on m'a dit c'est dans la santé. Alors c'est vrai que c'était un secteur que je connaissais assez mal, et donc en effet c'était une proposition pour entrer à l'établissement français du sang. Alors maintenant ça fait 13 ans que je suis dans l'établissement, après donc plusieurs années chez Ernst Young, donc un petit changement de culture évidemment. Et donc, voilà, j'ai trouvé mon sens dans cet établissement, dans cette entreprise. Maintenant, donc, comme tu disais très bien, je suis désormais directeur risque, audit et qualité au niveau national. Mais il y a encore quelques semaines, quelques mois, j'étais secrétaire général de l'établissement Bourgogne-Franche-Comté. J'habite toujours en Bourgogne-Franche-Comté, et donc en Franche-Comté, dans notre tribu. Mais c'est vrai que maintenant, je fais les trajets. Je fais les trajets Franche-Comté-Paris toutes les semaines. D'accord. Ouais, donc tu as parlé de la recherche de sens. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui nous touche tous et qu'on comprend. Donc j'espère déjà que tu l'as trouvé, ce sens. Mais je trouvais que ça va bien quand même avec cette thématique de la rentrée, la Engage for Positive Impact. Le sens et l'engagement, c'est quand même deux choses qui pour moi sont très liées. Et c'est pour ça que je t'ai sollicité, puisque d'une part, il y a toute cette thématique de la santé qui me paraissait assez originale à aborder, dont on parle peu dans l'univers des écoles de commerce. Et je trouvais aussi intéressant d'avoir un peu cette double lecture, de parler d'une part de l'EFS comme un établissement qui a sa propre organisation, ses collaborateurs, ses process à gérer. Donc, comment la RSE est intégrée dans cette partie interne, on va dire. Et puis, d'autre part, parler de tout l'aspect externe et du rôle de l'EFS dans la société, où là, évidemment, en termes d'engagement sociétal, on est vraiment dedans. Donc, c'est un peu cette double lecture que j'avais envie qu'on aborde dans ce webinaire. Et donc, je te propose de parler à travers différentes questions.
Alors tout d'abord, l'établissement français du sang, aujourd'hui, on connaît chacun plus ou moins, notamment à travers les campagnes de don du sang. Mais est-ce que tu peux nous présenter un peu plus précisément l'établissement et sa mission, s'il te plaît? Oui, bien sûr. En effet, alors on connaît pas tant que ça, finalement, l'EFS. C'est une entreprise assez importante, parce qu'on a aujourd'hui 10 000 salariés, 10 000 salariés de droit privé sur tout le territoire. Donc au sein de 13 établissements régionaux. Donc c'est en effet une activité assez importante, que je vais évoquer, mais c'est d'abord une entreprise. C'est une entreprise qui doit s'autofinancer et c'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard. Donc c'est quand même une grosse structure. On n'est pas la TPE-PME, on est déjà plus une entreprise, une grosse entreprise. Notre mission est très simple. On a ce qu'on appelle la chaîne transfusionnelle. Donc, on va du donneur pour récupérer des poches de sang jusqu'à la délivrance de cette poche de sang dans les établissements de santé. Donc, on a une obligation, celle d'aller chercher ces poches de sang. C'est à peu près 3 millions de dons par an, donc ce qui est assez considérable. C'est 1,6 million de donneurs. Donc, c'est vraiment beaucoup de monde et beaucoup de citoyens participent à notre activité, enfin, participent à leur activité, parce que j'ai envie de dire, ça appartient pas à l'EFS, ça appartient bien à la société. Et ces poches, nous, on doit s'assurer qu'elles arrivent aux malades, c'est-à-dire aux receveurs. Et aujourd'hui, on est en mesure de soigner environ à peu près 1 million de malades grâce aux poches de sang ou aux dérivés des poches de plasma qui permettent de soigner les uns et les autres. Donc, c'est notre principal objectif, évidemment, c'est d'être autosuffisant, c'est d'être en mesure qu'un malade ait toujours sa poche de sang en cas de maladie, en cas d'accident ou autre. Donc ça, c'est notre devoir, notre obligation. Mais notre deuxième objectif aussi, qui est tout aussi important, c'est qu'on doit avoir le plus haut niveau de sécurité possible. On ne peut pas se permettre d'avoir des poches de sang qui ne correspondent pas. Alors, évidemment, c'est notre exigence. Je pense que c'est essentiel dans nos activités. Et puis, il y a aussi la sécurité du donneur, qui est absolument essentielle. Je ne sais pas si ça a répondu. Oui, oui. Alors, je peux aller très loin. Ça touche beaucoup de monde. On a à peu près 2 à 3 000 personnes, 2 à 3 000 associations de donneurs. Donc, en effet, l'EFS, c'est un établissement, mais autour, il y a tout un écosystème. Évidemment, c'est des associations qui travaillent avec l'ensemble des mairies de France, de l'ensemble des communes. C'est 750 000 adhérents. Donc, c'est tout de suite des chiffres assez impressionnants. Et donc, c'est vrai qu'on est au cœur de ce système. Et donc, nous, notre rôle, c'est de le faire marcher et de bien le faire marcher. Voilà. Donc, c'est notre engagement aujourd'hui. Après, c'est sûr que ça nous oblige, ça nous oblige d'être un acteur exemplaire, ça nous oblige à défendre notre modèle. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais on a un modèle assez fabuleux en France. On a quelque chose qui ne se retrouve qu'en France, d'ailleurs, qui est ce modèle éthique que moi je défends et que l'établissement défend, c'est-à-dire notre capacité déjà à ce que le don soit bénévole. On est assez engagé sur le fait que il nous paraît plus sain qu'on ne rémunère pas les donneurs. On pense que à partir du moment où le donneur n'est pas rémunéré, il ne vient que pour donner un peu de lui-même sans attendre quelque chose en retour, à part peut-être une gratitude et un merci. Mais en tout cas, il n'attend pas de l'argent, il n'attend pas autre chose, comme on peut voir dans d'autres pays. Donc, c'est sûr que c'est pour nous essentiel. Et puis, on considère que ça garantit aussi la qualité du sang. C'est-à-dire que c'est à la fois on respecte le fait qu'on ne vend pas finalement son corps et on respecte la qualité du sang puisque c'est un rempart alors le sang n'est pas un médicament comme les autres, c'est un médicament vivant. On n'est pas un Doliprane, donc forcément il peut y avoir des virus, il peut y avoir des bactéries, il peut y avoir beaucoup de choses dans le sang et donc le fait d'avoir des gens sains
qui donnent leur sang, ça garantit que le receveur ne tombe pas malade à cause de la transfusion. Donc, des choses on fait vraiment attention à ça. Et puis, notre modèle, c'est aussi le fait qu'on est une entreprise qui s'autofinance, mais une entreprise qui a des salariés qui ne bénéficient pas d'aucune rémunération liée aux résultats financiers. C'est-à-dire que nous n'avons pas de rémunération, pas de prime, que ce soit le président ou que ce soit aucun salarié, nous avons une prime parce que on a gagné ou pas de l'argent sur l'activité. D'ailleurs, notre objectif est d'aller à l'équilibre financier. Et donc, ce modèle qui est un peu unique est quand même assez joli. Donc, on le défend facilement. Alors, ça nous impose aussi une transparence, hein, ça nous impose un travail avec les collaborateurs, un engagement auprès des collaborateurs avec un dialogue social important. Mais ça aussi, ça nous engage, et c'est pour ça qu'on parle de notre responsabilité sociétale aussi en interne, c'est-à-dire que ça nous engage à ce que nos donneurs qui viennent donner leur sang gratuitement, on essaye de répondre à leurs exigences. Et aujourd'hui, leurs exigences est également cette responsabilité sociétale, c'est-à-dire que ils souhaitent aussi pouvoir entre guillemets respecter leurs engagements environnementaux, par exemple, dans le don du sang. Donc, ça fait partie de nos ambitions et nous mettons au cœur de plus en plus, hein, d'ailleurs, c'est vraiment un axe de travail qui est très important chez nous, c'est de mettre le donneur au cœur de notre système. D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'actions que vous mettez en place pour susciter l'intérêt, la confiance et l'engagement des citoyens envers le don du sang et l'EFS? Oui, alors, on a plusieurs types de mesures, hein, mais c'est vrai qu'on a des mesures comme dans toutes les entreprises, j'ai envie de dire, on se doit de faire attention à notre engagement environnemental, hein. On a mis des mesures nationales sur le suivi de nos consommations et le suivi de notre bilan carbone. Donc ça, c'est quelque chose qui sont des mesures fortes, hein. On cherche à être exemplaire. Moi, j'ai eu l'occasion en Bourgogne-Franche-Comté de revoir tout le système de chauffage, hein. C'est des investissements assez importants, hein, sur des bâtiments. C'est assez gros finalement, l'établissement français du sang. Donc, c'est des investissements de plusieurs millions d'euros, hein, pour remettre tout d'aplomb. Donc, c'est se brancher sur le chauffage urbain, c'est d'améliorer les conditions dès qu'on peut. C'est aussi des choses très concrètes au niveau des donneurs, c'est-à-dire que on essaye, alors le Covid ne nous a pas aidés, mais on essaye normalement d'arrêter de mettre en place des bouteilles d'eau, on essaye d'utiliser l'eau qui est de très bonne qualité en Franche-Comté, des choses comme ça, évidemment, et à tous les niveaux, on essaye de développer ça. Moi, j'ai souhaité, il y a quelques années, développer un comité de développement durable, parce que il me semble que nous devons réfléchir, mais alors, ce comité de développement durable, c'est avec les collaborateurs, hein, parce que il est important à un moment donné dans nos activités que chaque collaborateur travaille sur ce côté développement durable. On peut prendre des grandes mesures et c'est ce qu'on fait, mais on a aussi besoin à un moment donné que chacun s'y mette et ça les engage aussi dans le mouvement. Je pense que c'était important de les intégrer dedans. Évidemment, on a été chercher les plus volontaires, mais ils avaient, parce que j'ai changé de poste, mais ils ont, pardon, deux obligations. Remonter les bonnes idées, la démarche RSE des collaborateurs, et en même temps infuser auprès de leurs équipes cette démarche également qu'ils peuvent avoir dans d'autres services. Donc, je pense que ça fait partie des choses qui sont essentielles. Et en effet, après, donc, au niveau des donneurs, dès qu'on peut, c'est toutes les mesures qui nous permettent d'aller dans une démarche qui leur correspond. Et surtout, comme on est dans cette logique de pérennité du don, les amener à être le plus, le plus régulier possible dans leurs dons. C'est-à-dire qu'on a besoin de les faire venir régulièrement et il faut qu'ils se sentent chez eux. D'ailleurs, on a appelé nos sites fixes des maisons du don. C'est plus des sites fixes, ce sont des maisons du don. C'est un peu leur maison et on est dans cette démarche-là. Okay. Voilà.
Je reviens rapidement sur le comité de développement durable. Il me semble que c'est comme ça que tu l'as appelé, que vous avez créé en interne. Est-ce que tu as des exemples d'actions qui ont été initiées par des collaborateurs, par exemple, et que vous avez mis en place de manière... Alors, donc, il y a plusieurs choses. Donc, en effet, on s'est servi d'une démarche qu'on avait initiée quelques années avant, qui s'appelait le défi de l'énergie. Donc, en effet, on est parti il y a quelques années sur ce défi de l'énergie. Et c'est pour ça qu'on avait mis en place la rénovation des chauffages avec le lien avec le chauffage urbain, le remplacement des centrales d'air et tous les bâtiments qui étaient électriques sont liés au chauffage urbain. Donc, ça a eu de grands effets. Il y a eu des choses beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus, enfin, qui sont aussi importantes, mais qui soient moins. On a mis en place ce qu'on appelle le questionnaire Prédon dématérialisé. Donc, quand on donne son sang, on doit remplir un questionnaire qui permet au médecin de poser les questions qui lui permettent d'éviter que le don, que la personne, par exemple, si elle a vécu en Angleterre dans les années 80, elle peut se retrouver enfin, on peut l'exclure du don. Et donc, ça fait partie de toutes ces questions qu'on pose. Et ce questionnaire, c'est un questionnaire à chaque donneur. On a vu qu'il y avait 3 millions de dons par an, donc c'est 3 millions de papiers. C'est c'est impressionnant quand même quand on réfléchit comme ça. Exactement. Et dès qu'on découvre qu'il y a un nouveau virus, un nouveau changement, et ben on jette tous ces papiers et on recommence. Oui. Voilà. Ah, oui. Donc en plus, on les a commandés une première fois et puis après on les jette et on leur recommande. Donc ça, voilà. Et on ne sait pas du tout quand est-ce que ça peut arriver. Donc notre démarche a été justement d'initier quelque chose et ça vient de Bourgogne-Franche-Comté, ça sera déployé partout sur le territoire national. Donc on en est plutôt fiers. Donc on est dans ce qu'on appelle le questionnaire QUID. Donc c'est le questionnaire dématérialisé avec beaucoup d'autres avantages d'ailleurs liés au fait que ça soit dématérialisé. Évidemment, on est dans le monde de la santé, donc ça veut dire que chaque événement que l'on crée doit être validé il y a beaucoup d'étapes et en plus, on est dans le monde de la donnée. Donc, en plus, on doit s'assurer que tout est conforme et que le donneur peut à tout moment s'assurer qu'il n'y aura aucun risque sur ces données qu'il puisse donner. Donc, ça fait partie des exigences. Et donc, il faut qu'on soit le plus transparent possible et qu'il y ait vraiment zéro sujet. Donc, c'est des projets qui sont impactants. Et alors, dans ce comité de développement durable, évidemment, on a des choses aussi encore plus modestes, mais qui sont pour moi tout aussi importantes. Évidemment, le sujet déchets est un sujet qui touche tout le monde. Donc, c'est un sujet qui est, comment dire, qui est fédérateur. Et j'ai envie de dire, même le sujet gestion des papiers a été certainement le premier sujet qu'on a vraiment lancé, puisque je pense que, et la crise nous a permis d'ailleurs de voir que bon, ça a bien marché, mais on était vraiment très papier et aujourd'hui, les gens ont travaillé chez eux et ont travaillé sans papier. Donc, c'est vrai que ça a bien réduit, mais ça faisait partie de nos objectifs. Donc, ça fait partie des démarches qui ont été initiées et on avait pris le parti d'aller dans plusieurs sens. Déjà, de sensibiliser, mais de manière ludique, pas en faisant du lobbying, mais plutôt de manière ludique. Et puis, surtout, de lancer des défis avec, alors, entre guillemets, des lots à la clé. Voilà. Donc, pour un peu créer cette envie. Voilà. Oui, un peu d'émulation. Un peu d'émulation, exactement. C'est vrai que ça fait partie des techniques. C'est pour intéresser les gens, pour mettre un peu de piment et pas seulement avoir l'impression d'un ordre descendant. Je pense que quelle que soit l'entreprise, ça fait partie des outils qui est toujours sympa d'utiliser pour motiver, créer une émulation. Alors après, il y a plein de mesures, alors je ne vais pas tout citer, mais il y a beaucoup de mesures. Là, donc maintenant que je suis à Paris la plupart du temps, et donc il y a des mesures aussi, qui je pense aussi sont aussi importantes. Aujourd'hui, il n'y a plus de gobelets en papier, on est plus sur des tasses, on est plus sur un système qui permet à chacun de se sentir engagé dans une démarche. Okay. Et donc, si tu devais faire un petit peu le bilan aujourd'hui en termes de RSE, qu'est-ce qui, selon toi, fonctionne bien aujourd'hui et qu'est-ce qui est plus difficile? Quels sont les défis que vous rencontrez aujourd'hui pour encore faire plus et améliorer votre engagement, votre impact sociétal?
Alors, oui, bah, c'est une question difficile. Alors, je ne sais pas si on arrive au cœur du sujet. Moi, je pense qu'on a plutôt de la chance aujourd'hui. On a plutôt on est dans la société, hein, l'EFS est dans la société, donc les mentalités ont changé. Les équipes sont, quand elles sont à l'EFS, sont plutôt engagées. Donc, j'ai envie de dire, on a des points très positifs. C'est plus facile aujourd'hui d'amener cette responsabilité sociétale. Et c'est vrai que dans une entreprise comme l'EFS, dans un établissement comme l'EFS, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui touche tout le monde assez facilement. Donc, on a quand même aujourd'hui la possibilité, on a des vrais leviers. Maintenant, il reste encore en effet plein de choses à faire, hein. Il faut évidemment, enfin, dans nos difficultés, pour mettre ça en place, il y a évidemment les normes qui sont des vrais critères, hein. Je pense que on a beaucoup de normes dans de nombreuses entreprises, mais alors à l'EFS, on a vraiment beaucoup de normes et on a beaucoup d'institutions qui viennent nous surveiller, et ce qui d'ailleurs nous crée cette transparence et qui nous permet d'être au plus clair auprès des donneurs, mais finalement, ça nous fait, ça nous crée aussi de papier, beaucoup de choses, beaucoup d'actions, beaucoup de mesures qui sont pas forcément environnementales. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un enjeu, c'est un véritable enjeu, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire soit bien comprendre ces normes pour adapter notre établissement, soit faire évoluer la loi. Quand je dis la loi, en tout cas les règlements, ce qui ne sont pas forcément faciles aujourd'hui. Mais bon, l'avantage d'une entreprise, d'un établissement comme l'EFS, c'est qu'on est en mesure au moins d'être pilote sur pas mal de projets. Donc, je pense que ça fait partie des enjeux qu'on a dans les prochaines années. Alors, dans ce développement, dans cette responsabilité sociétale, je pense qu'on a aussi un vrai travail avec nos collaborateurs. Ça, c'est pour moi ce qui nous garantit la pérennité. Aujourd'hui, on le voit bien et je pense qu'on n'est pas les seuls à se poser aujourd'hui ce genre de questions. On a une génération qui veut du sens, hein, qui cherche ce sens et qui est prête à bouger assez facilement. Alors, c'est un avantage pour l'EFS, hein, parce qu'on a des gens qui sont moteurs et qui veulent rentrer à l'EFS, mais il ne faut pas non plus les perdre, il faut qu'ils se sentent, on fait partie d'un tout, et donc il faut qu'on s'adapte aussi pour que ces collaborateurs se sentent bien et se sentent pas sclérosés, parce que certaines actions dans la santé peuvent nous donner l'impression d'être parfois un petit peu bloqués, donc les projets mettent du temps. Donc je pense que ça fait partie des enjeux. Et puis, évidemment, hein, le plus important, c'est que nos donneurs se sentent au cœur de l'action, qu'ils participent un petit peu à tout ça. Donc ça fait partie d'un grand projet qu'on a, nous, à l'EFS, qui s'appelle Innovado. C'est un projet sur plusieurs années où, évidemment, on fait tout pour que le donneur puisse participer, finalement, qu'il soit acteur du don. Et que en même temps il se sente bien quand il vient de donner et que finalement il fasse partie intégrante de notre fonctionnement. Et donc ça c'est un véritable enjeu, hein. C'est pas simple, ça veut dire qu'il faut aussi faire bouger les lignes. Donc et puis les pratiques, hein, on a des donneurs qui ont toujours donné toute leur vie, qui ont aujourd'hui pas loin de 60 ans, qui n'ont pas forcément envie de bouger aussi rapidement. On a mis en place il y a quelques mois la prise de rendez-vous, qui était quelque chose d'un petit peu nouveau, qui était difficile à mettre en place, hein. On était sur des pratiques qui étaient un peu anciennes. Les gens n'ont plus le temps, donc les donneurs ils sont comme tout le monde, ils sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont un agenda qui est très rempli, donc donner leur sang, ça fait partie de leur emploi du temps. Avant, ils avaient beaucoup plus le temps, donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on s'adapte et qu'on rentre dans cette pérennité de fonctionnement, mais en s'adaptant. Donc, je pense que ça fait partie des enjeux qu'on a à l'avenir. C'est sûr que la désorganisation qu'on a pu avoir pendant le Covid est impactante pour nous. Donc, notre engagement, c'est qu'on puisse à tout moment donner les poches de sang. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on s'adapte et qu'on sache, qu'on soit en mesure de vraiment aller vite pour répondre aux besoins.
Alors, tu as abordé le sujet Covid. Moi, c'est une question que je me suis posée parce que avec la crise Covid, c'est vrai que tout le domaine médical, on a l'impression que c'est rentré dans le quotidien de tous les citoyens. On a un peu pris conscience voilà, de l'engagement des soignants au quotidien, des difficultés qu'il pouvait y avoir à l'hôpital. Est-ce que ça a eu un impact dans votre activité? Est-ce que vis-à-vis des donneurs, vous avez peut-être un regain de motivation ou au contraire une des craintes plus grandes? Comment vous avez vécu ça? Non, on a eu beaucoup d'impact, hein, et on a toujours beaucoup d'impact. Alors, c'est vrai que donc nous, on a besoin de donneurs tous les jours. Alors, à la fois pour des poches de sang, pour des poches de plasma, mais aussi pour des plaquettes, hein. Les plaquettes, la durée de vie moyenne la durée de vie des plaquettes, la durée des plaquettes, c'est 7 jours. Il faut les préparer et il faut les distribuer. Donc, en effet, on a peu de temps et on ne peut pas se permettre de ne pas en avoir le week-end, le dimanche. Donc, ça fait partie des. Donc, on a toujours besoin de donneurs et surtout en ce moment d'ailleurs. Euh, on a été désorganisé parce qu'on a demandé aux gens de rester chez eux pendant le Covid, ce qu'ils ont très bien fait. Mais donc là, on n'avait plus de donneurs, donc il a fallu leur demander de revenir, et spécialement pour nous, hein, pas pour les autres. Et donc, ils sont tous revenus, et donc on était vraiment heureux. Mais inversement, on a beaucoup de donneurs qui ne sont pas revenus, et notamment dans le cadre des collectes des universités, par exemple. On a beaucoup de jeunes qui donnent et c'est vraiment, vraiment très, très bien. Sauf que quand il n'y a plus d'université, il n'y a plus de collecte non plus. Donc, on a dû changer un petit peu notre fonctionnement. Donc, on était beaucoup sur des collectes mobiles et on est en train de développer nos maisons du don avec des donneurs qui viennent par an sur rendez-vous dans ces maisons du don. Donc, on a vraiment dû s'adapter et on s'adaptait vite avec des collaborateurs bah, qui ne se sont jamais arrêtés, hein, qui étaient toujours, peu importe la période du Covid, le confinement, n'importe quelle vague, ils étaient là avec des mesures qu'on a mises en place assez rapidement et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc, on est assez content. Sauf que maintenant, c'est autre chose. Le Covid n'est pas derrière nous, mais il est quand même un petit peu passé. Les gens sont tous repartis au travail, ils ont tous repris leur vie de d'habitude et ce n'est pas forcément leur première préoccupation de donner leur sang. Alors maintenant, on est dans cette difficulté aujourd'hui à la rentrée, hein. C'est vraiment cette rentrée qui est difficile parce qu'on est à la fois dans une période où les programmations d'hospitalisation ont vraiment redémarré, ce qui n'était pas le cas avant, et des donneurs qui sont pas forcément disponibles. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette difficulté où faut que notre message, faut que notre communication permette à la fois d'aller rechercher les donneurs pour qu'ils y pensent. C'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est que voilà, ils ont plein de choses à faire. Oui, enfin, c'est comme beaucoup de sujets en fait, hein. Aujourd'hui, on est tellement pris par énormément de messages de communication il faut pour une entreprise ou pour Exactement. l'EFS communiquer encore et toujours pour que les gens se souviennent, quoi. Alors voilà, donc c'est aussi ces changements, hein, qui sont importants parce que nous, on ne peut pas se permettre d'avoir trop de vagues en termes en termes de donneurs. Donc en fait, la communication doit être mesurée, hein. On ne peut pas demander tous les jours aux gens de venir, hein. Et puis surtout, c'est vrai que plus on a de crises, plus finalement on les sollicite et moins le message porte. Donc nous, c'est un véritable enjeu, cette communication. Donc là, aujourd'hui, en effet, on est en train de mobiliser tout le monde. On essaye d'avoir le maximum d'équipes sur place. On a la même difficulté que beaucoup d'établissements de santé, c'est-à-dire que les médecins et les infirmières on est en pénurie de personnel, hein, de personnel qualifié. Et donc, moins de personnel, moins de donneurs. Et donc, voilà. Donc, ça veut dire que il faut qu'on fasse tout pour qu'on puisse redonner, qu'on puisse donner des poches de sang aux établissements de santé. Ok, donc j'ai entendu, tu as utilisé le mot adaptation aussi plusieurs fois. Finalement, c'est comme toute entreprise, vous êtes constamment en train de vous adapter au contexte, aux évolutions de la société pour toujours assurer votre mission de manière régulière et même s'améliorer, être au plus juste, au plus proche des besoins. Et donc, dans cette optique d'adaptation, peut-être un dernier mot sur l'avenir. Quels sont les futurs enjeux pour l'EFS? Comment vous préparez l'avenir dès aujourd'hui? Alors, plusieurs points.
vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment le donneur qui est au cœur de notre système. Mais c'est vrai que, comme je disais, le message peut parfois, on peut s'épuiser hein, à entendre le message on manque de sang, on manque de sang. Et je pense que c'est pour ça que le titre de notre pitch, c'était Et si on allait plus loin, je pense qu'il nous faut donner envie. Et c'est vraiment ça qui est essentiel et donner envie aux donneurs, mais donner aussi envie à nos associations et donner envie à nos collaborateurs. Comme tout le monde, hein, il y a aussi de l'épuisement, hein, on les sollicite beaucoup, donc forcément, parfois ils en ont marre. Et redonner du sens, ça permet d'aller plus loin et puis que les gens se sentent l'envie de déplacer des montagnes. Et moi, je suis assez convaincu de ça, c'est-à-dire et c'était notamment dans l'établissement français du sang et notamment en Franche-Comté, on a développé énormément de recherches. On a mis en place, il y avait une unité mixte de recherche qui est composée d'à peu près 180 personnes, hein, partagées avec l'université, partagées avec l'INSERM et le CHU. Et donc, ces équipes ont travaillé sur des biothérapies. Biothérapies qui permettent également de réduire l'utilisation de poches de sang, puisqu'on est souvent sur des cancers ou d'autres maladies qui peuvent être liées au sang. Et donc, ça, j'ai envie de dire, on est plutôt à la pointe dans une période où on voit bien que les biotechnologies, la France était plutôt en retard. Donc aujourd'hui, on est très sollicité par rapport à ces sujets. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est moteur pour tout le monde. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir dans des réunions d'associations de donneurs. Les associations sont évidemment des gens fabuleux qui nous aident à aller chercher des donneurs, à organiser les collectes, à aller chercher les poches de sang. Mais au bout d'un certain temps, comme tout le monde, il y a moins d'envie, moins d'énergie. Et quand on leur parle de ce que l'établissement français du sang est capable de faire, des thérapies qui sont extrêmement innovantes, où des gens se retrouvent après plusieurs chimiothérapies ou autres thérapies qui ne marchent plus, en dernier ressort, on est capable de faire des thérapies, notamment avec les CAR-T-cells, qui permettent de sauver des enfants, des personnes, de manière assez extraordinaire. Et c'est vrai que on sent tout de suite l'intérêt et l'œil qui tout d'un coup s'illumine au regard de ces sujets-là. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut qu'on aille pour donner envie à nos collaborateurs et les faire venir. Ceux qui sont là, ceux qui sont déjà à l'EFS, il y en a quand même beaucoup qui sont extrêmement motivés. Hein. Souvent, les gens ne partent pas, donc c'est plutôt bon signe. Mais à la fois, il faut qu'on les fasse venir et il faut quand même qu'on leur donne envie de bouger les montagnes. Alors, donc, il y a Agnès qui a posé une question, puisque tu parles d'association. Et nous, en tant qu'alumni, qu'est-ce qu'on peut faire comment peut-on aider l'EFS aujourd'hui en tant qu'association des alumni de Néoma? Alors, plein de choses, hein, j'ai envie de dire, vraiment plein de choses. Alors, évidemment, le plus simple et peut-être le plus généreux, c'est quand même donner son sang. Hein. C'est quand même. Alors, ça paraît pas grand-chose, mais c'est énorme parce que souvent, on a tendance à dire qu'un don peut sauver 2 vies. Hein, et même des fois 3. Donc, rien que ça, déjà, c'est gigantesque. Alors, même si nous, on est sur des volumes vraiment importants, chaque don, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et moi, j'ai toujours en tête, quand je suis arrivé à l'EFS, que grâce au don de plaquettes, 90% des enfants qui avaient une leucémie mouraient dans les quelques mois où il avait la leucémie, et qu'aujourd'hui, donc ces 90% survivent grâce aux plaquettes. Donc, sincèrement, je pense que typiquement, rien que ça, c'est déjà énorme. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas donner, qui n'ont pas envie de donner, et notre souhait, ce n'est pas de les obliger, surtout pas, plutôt de leur donner envie. Mais donc, ils peuvent très bien faire partie d'associations ou même de développer des collectes s'ils ont la capacité d'aller chercher des donneurs. Alors, évidemment, comme toute entreprise, on a des équipes, on manque de médecins, on manque d'infirmières, donc
on ne fait pas des collectes pour 10 personnes. Hein. Quand on se déplace, c'est évidemment déjà c'est un véritable déménagement, une collectomobile. Hein. On déplace tout. Hein. Donc, et puis on a des équipes qui dorment la nuit, qui dorment même qui doivent respecter un repos. Donc on doit organiser des collectes importantes. Et je sais qu'il y a déjà eu sur le campus de Rouen plusieurs collectes. Même celui de Reims aussi. Hein, et je me pareil. doute celui de Reims également. Je me suis plus intéressé à celui de Rouen. Oui, Voilà, donc donc, là, ça, typiquement, c'est vraiment très important. Alors après, pour le coup, je pense qu'il y a aussi enfin, promouvoir la santé auprès des étudiants de Neoma, je pense que c'est aussi très important. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que quand je suis arrivé, moi, donc, dans l'établissement français du sang, il y avait très, très peu de gens d'école de commerce. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient du monde médical et très peu de gens de l'école de commerce. Et je pense que ça, c'est pas normal. Je pense on est manager, on organise les choses dans une entreprise, on gère et je pense on est formé pour ça et je pense qu'on le fait bien. Et donc je pense que les étudiants peuvent vraiment très honnêtement, attendez, hop, peuvent avoir envie de travailler dans un établissement de santé comme le FS. Alors, j'ai la chance parmi nos spectateurs d'avoir quelqu'un de mon équipe qui a fait Neoma également. Et je suis très fier que l'on puisse, en effet, venir d'une école de commerce comme Neoma et participer à la construction de l'établissement. Okay. Nous avons une question d'Olivier qui dit: j'ai entendu que donner son sang améliorait sa qualité car il se renouvelle plus facilement, peut-être. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Et si c'est le cas, est-ce que ça pourrait pas être un plus à communiquer au donneur potentiel? Moi, pour le coup, je ne suis pas médecin, donc je ne saurais pas forcément dire. Ce n'est pas un argument que nous, on utilise, en tout cas, ça c'est certain. Et je pense que ce n'est pas valable pour tout le monde. Alors, attention, il y a quand même beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de... peut-être parfois d'idées reçues hein, sur le sang. Nous, on ne veut pas aller plus loin que ce que l'on connaît vraiment. Et puis notre rôle, justement, si on veut cette pérennité du don du sang et cette durabilité, il nous faut surtout pas envoyer des messages qui pourraient être contredits par quelqu'un d'autre après. Voilà. Donc nous, on est vraiment sur cette logique d'être le plus transparent possible au regard de ce que l'on connaît, de ce que l'on sait. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on a ce qu'on appelle des dons saignés. Ce sont des gens qui ont besoin, parce qu'ils ont trop de fer dans le sang, ont besoin de faire des saignées. Ça existe encore. C'est quand même la méthode la plus simple pour enlever le fer dans le sang. Et donc, une partie de ces donneurs, ce qui représente à peu près 25 à 30% de ces personnes qui ont besoin d'enlever le fer dans le sang, qui font des saignées, on peut récupérer 25 à 30% de leurs dons pour les malades. Et donc ça, c'est ce qu'on fait. Mais voilà, c'est dans le cadre de maladies. Très bien. Et puis, tu disais qu'il y avait des partenariats, des collaborations. Là, Armand se demande quelle est votre relation avec les laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent des médicaments dérivés du sang, comme les immunoglobulines. Oui, alors Armand connaît bien, parce que tout le monde ne connaît pas les immunoglobulines. Hein. Donc, c'est un élément du plasma qui permet de fabriquer des médicaments hein, pour les hémophiles notamment. Et donc, en effet, nous, quand on récupère une poche de sang total, on a toute une action derrière qu'on appelle nous le secteur préparation, qui va séparer les éléments du sang et donc qui va séparer les globules rouges du plasma, des plaquettes et parfois d'autres composants. Et donc aujourd'hui, l'État a mis en place il y a maintenant plus de 20 ans, hein, après les années 80, une séparation entre l'EFS qui s'occupe de la délivrance et de la distribution, de la délivrance et de la distribution au niveau des établissements de santé, et la fabrication
de ces médicaments. Donc nous, on est juste là pour livrer des quantités de litres de plasma pour qu'ensuite ces laboratoires de fractionnement, et notamment l'ELFB, puissent fabriquer ces médicaments. Donc nous, on a juste une relation presque contractuelle. Alors évidemment, le laboratoire de fractionnement biologique du don, le LFB, n'est pas un établissement public, mais est un établissement dont les participations sont à 100% celles de l'État. Donc voilà. Mais nous, on n'est pas associé à eux. Okay. Est-ce que j'espère avoir répondu à la question d'Armand? Très bien. Alors, avez-vous d'autres questions? Donc, n'hésitez pas. Alors, peut-être que je peux peut-être élargir le sujet que Armand a pu poser. Donc, oui. Notre rôle, évidemment, encore une fois, les relations avec les laboratoires pharmaceutiques ou même nos fournisseurs, sont évidemment importants, parce que c'est ce qui fait que on peut avoir on peut faire évoluer la santé en France. Maintenant, encore une fois, nous, ce qui nous importe, c'est de marcher en toute transparence. Pardon. Et donc, nous ne sommes pas, nous ne bénéficions pas d'avantages particuliers quand on travaille avec n'importe quel laboratoire ou fournisseurs. Il y a toujours des relations très contractuelles, officialisées, rien n'est caché et surtout, encore une fois, nous ne voulons surtout pas remettre en cause notre modèle qu'on considère important. Okay. Alors, ce modèle, oui. Comme tu le disais au début, Nicolas, l'idée de donner son sang, donner sans rien attendre en retour, finalement, et qui est vraiment différenciant. Je me souviens que j'avais vu un documentaire justement sur les fabricants d'immunoglobulines à l'étranger, et notamment qui recourent aux dons aux États-Unis, où les gens sont payés pour donner leur sang, avec des questionnaires qui sont faits assez rapidement, voire tout seul, où ils doivent cliquer tout seul oui, non sur un écran. Voilà, c'est vrai que ça faisait un peu peur et je trouve c'est rassurant tout ce que tu nous expliques sur notre système, c'est vraiment hyper intéressant. Alors, je le dis d'autant plus facilement que moi j'y crois vraiment. Je pense qu'en effet, les fractionneurs vont parfois aller chercher des donneurs dans certains pays avec des règles qui nous parfois nous surprennent, peuvent nous surprendre. Donc nous évidemment, c'est d'abord la sécurité du donneur avant tout le reste, et c'est pour ça que nous on ne fait que collecter. Après, on distribue le plasma au LFB. Qui lui se charge de la production. Mais on a bien séparé les choses en France et je pense qu'aujourd'hui, notre modèle, en effet, garantit la sécurité des donneurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Karama, toi qui surveilles Alors, il y a Catherine qui avait mis un commentaire. Elle dit pour bien connaître l'EFS Bourgogne-Franche-Comté depuis sa création, parce qu'elle peut témoigner qu'il y a toujours eu un très grand souci de qualité et d'humanité en Bourgogne-Franche-Comté. Et la RSE, c'est aussi l'éthique de l'entreprise. Et puis, Armand nous pose une nouvelle question. Il se demande, est-ce que vous vendez le sang au LFB? Oui, alors, donc ça fait partie des choses qui sont importantes à comprendre. L'EFS a des salariés. L'EFS a des coûts, achète des DMU, achète beaucoup de choses. On a une activité qui permet de faire fonctionner l'établissement. Et donc, ça a des coûts. Donc, notre objectif, en effet, à nous, c'est de compenser ces coûts. Donc, oui, le modèle aujourd'hui qui a été pensé il y a quelques années, c'est de vendre des poches de sang. Ces poches de sang sont fixées le prix est fixé par décret. Donc aux établissements de santé, et ça nous permet d'avoir du chiffre d'affaires, et ce chiffre d'affaires, en effet, compense les coûts de l'établissement. Le LFB est dans la même logique. Donc en effet, il y a un contrat qui est fait avec le LFB, et l'objectif, c'est qu'en effet,
l'argent récupéré du laboratoire de fractionnement biologique du don puisse permettre de compenser les coûts de l'établissement. Donc oui, on vend le sang. Okay. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de comprendre que derrière, il y a personne qui ne bénéficie personnellement de la vente de ce sang. Oui, ce n'est pas à but commercial ou à but lucratif. Exactement. Ok. Bien. Alors, il nous reste 5 minutes, peut-être pour un mot de la fin. Oui, voilà, on va peut-être conclure. Pour ma part, déjà, Nicolas, je voulais te remercier. Un grand merci pour ton intervention. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Enfin, personnellement, c'est un sujet que je trouve passionnant et que je trouvais intéressant à présenter. Ça permet toujours de remettre un peu de perspective dans nos quotidiens, de penser qu'il y a d'autres types d'entreprises dans lesquelles les anciens de Neoma peuvent être présents. Je voulais remercier aussi les personnes qui nous ont suivis ou celles qui vont regarder le replay. J'espère que globalement, vous avez appris à mieux connaître l'établissement français du sang, que cela vous a donné envie de participer ou continuer à participer aux campagnes de don du sang, peut-être vous tenir informé des campagnes autour de vous, peut-être rejoindre une association également. Donc voilà, c'était notre contribution vis-à-vis de Neoma et de sa volonté de s'engager pour davantage d'impact au niveau sociétal. Et Nicolas, est-ce que tu souhaites nous dire un mot de la fin? Allez, je vais me lancer. Non, alors, c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une période un petit peu difficile. On a rarement vu des stocks aussi bas. Alors, c'est quelque chose qu'on dit assez fréquemment, mais là, c'est un peu exceptionnel. Donc, c'est vrai que des fois, le bouche à oreille, des fois, simplement, l'envie d'y aller avec quelqu'un qui a peut-être aussi envie d'y aller, parce que je connais pas grand monde qui a pas envie de donner son sang, sauf quand on a peur de l'aiguille. Mais c'est plutôt le fait de ne pas y penser ou le fait de se dire je ferai ça la prochaine fois, de procrastiner un petit peu. Donc des fois, rien que ça, c'est beaucoup. Et c'est vrai que relancer le message autour des uns et des autres, je pense que rien que ça, c'est important. Et je reste persuadé que nos associations sont vraiment essentielles dans notre fonctionnement. Donc vraiment, s'il y avait une volonté de se rapprocher d'une association, il y en a vraiment dans beaucoup, dans toutes les communes, il y a une association, dans les villes, il y a des associations, il y en a qui se créent. Donc, c'est pas très compliqué d'aller dans ces associations. Ils sont souvent demandeurs. Ils ont besoin d'aide, donc je pense que ça fait partie des choses aussi qui sont importantes. Recherche du sang frais, si tu me permets un mauvais jeu de mots. J'ai pas entendu. Les associations recherche du sang frais, si tu me permets un mauvais jeu de mots. Non, mais ça marche. J'ai honte. Alors, il y a une dernière question d'Olivier qu'on va essayer d'y répondre assez rapidement. Donc, quel est le taux de poche de sang perdu ou parfois utilisé sur des personnes en fin de vie? Parce que ma femme infirmière me dit parfois que des docteurs utilisent du sang pour rien. Est-ce que c'est le cas? Oui. Alors, il y a plusieurs choses dans sa question, hein, et je vais faire rapide. Déjà, nous, notre objectif, j'ai évoqué tout à l'heure, c'est on se doit de périmer le moins possible. C'est-à-dire que notre objectif, c'est des indicateurs qu'on suit depuis toujours. Et donc, on a très, très peu de produits qui sont périmés. C'est vraiment quelque chose de... Alors, j'aurais pas les chiffres là, mais c'est vraiment quelque chose qu'on suit vraiment de très, très près. Et on a peu de péremption. C'est peut-être plus de péremption sur les plaquettes parce que la durée de vie est vraiment très courte et qu'on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de plaquettes à n'importe quel moment du week-end. Donc, c'est à ce moment-là on peut avoir des péremptions. Mais sinon, on a très peu de péremptions. On a parfois des pertes in process, puisqu'en effet, si le sang est identifié comme contaminé ou si on s'aperçoit qu'il y a un problème de poche ou autre, en effet, on va les jeter, mais en péremption, c'est très, très peu. Maintenant, nous, on distribue des poches aux établissements de santé. Ces établissements de santé, donc, après, les utilisent ou ne les utilisent pas. Alors, on a tout plein d'actions, justement, pour éviter que ça puisse être utilisé à mauvais escient. Et notamment, moi, je défends beaucoup quelque chose qui est extraordinaire, qui s'appelle le conseil transfusionnel à l'EFS. Donc, on a, entre guillemets, des experts qui sont là pour renseigner les cliniciens. Et donc, ces cliniciens sont
évidemment, peuvent demander conseil et dire est-ce qu'on transfuse, est-ce qu'on transfuse pas. Et nous, au regard de notre connaissance, du nombre de poches transfusées, on est capable de leur dire et de leur donner conseil. Après, c'est leur responsabilité, évidemment, de clinicien. Donc, on peut pas leur empêcher de transfuser. On n'est pas, on n'est pas l'hôpital. Donc, après, il peut y avoir, en effet, dans certains établissements de santé, peut-être des abus. L'autre point qui est important, c'est qu'il y a des actions qui ont été menées maintenant depuis quelques années qui s'appellent le Patient Blood Management. Et en effet, tout doucement, on rentre dans cette démarche d'accompagnement des établissements de santé pour leur apprendre, et c'est souvent d'ailleurs les jeunes qui sont un peu plus moteurs sur le sujet, à ne pas utiliser des poches de sang pour rien. Donc ça fait vraiment partie de notre culture, et donc c'est quelque chose que nous, on veut développer, mais forcément, c'est aussi des pratiques qui changent, des gens qui évoluent, du sang neuf de temps en temps qui permet ça. J'espère avoir répondu correctement. Merci. Merci. Donc, pour résumer, il ne faut pas hésiter à aller donner son sang. Ça serait super. et encore une fois, c'est pas un acte pour le FS, hein, c'est un acte citoyen. C'est-à-dire que c'est souvent, et je finis juste par ça, souvent on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu la chance d'avoir une transfusion et qui ne peuvent plus d'ailleurs donner leur sang parce qu'ils ont été transfusés, mais en cas qui regrettent de ne pas avoir donné leur sang plus tôt. Donc, voilà. Très bien. Merci. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci d'être venu et merci à tous de votre participation. Eh bien, merci. Je vois qu'il est 20h. On a bien tenu le timing. J'ai Olivier qui dit « Je vise les 6 dons par an cette année ». Ah, bravo. Bravo. Très bien. Très bien. Écoutez, merci à tous. Merci à ceux qui nous ont suivis et à ceux qui vont nous regarder en replay. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée.